Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si tu veux soutenir l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans les descriptions pour faire un don du montant que tu veux ou alors pour faire un don mensuel. On commence avec ce qui se passe à droite parce que chez les Républicains, ça commence à cogner fort. On a appris la candidature de Bruno Retailleau, le ministre actuel de l'Intérieur, à la présidence du parti Les Républicains. Une initiative dont on va discuter du ministre de l'Intérieur pour prendre le leadership à droite, et Laurent Wauquiez, l'actuel président, qui a annoncé dans la foulée sa candidature à sa propre succession. Comment est-ce que Bruno Retailleau, président de LR, comment ça lui permettrait de relancer le parti? Est-ce qu'il y a un espace à droite pour relancer les Républicains? Moi qui dis depuis des années que les Républicains sont coincés entre un RN dédiabolisé et une Macronie droitisée, est-ce qu'il leur reste un espace pour vivre? Est-ce que Bruno Retailleau a des chances de faire réémerger une droite non lepéniste? On espère, hein. Le gars qui dit n'importe quoi. Bah ouais, hein, parce que mine de rien, qui l'avait vu venir, Retailleau? Non, j'entendais ça tout à l'heure à la radio, c'était Retailleau, les gens le connaissaient pas, sauf nous, les journalistes politiques, on le connaissait. Et en effet... C'est vrai. Quand il faisait alors, il était président du groupe LR au Sénat. Et tout le monde s'en branle. Et quand il faisait des sondages sur les sympathies à l'intérieur des militants LR, c'est-à-dire ceux qui sont à jour de cotise, en tout cas, c'était avant... C'était avant qu'il y ait la scission là, avec Ciotti et tout ça. Bon, bref, il était hyper populaire parce qu'il avait déjà cette image de matraqueur, parce que tout le monde le connaissait comme l'ancien lieutenant de Philippe de Villiers, quelqu'un de très catho-tradi, austère, qui était un peu dans la droite ligne de Fillon, quoi, en gros. Ouais, et ils avaient adoré Fillon lors de la primaire d'avant, et ils adoraient aussi Retailleau. Bon, alors, est-ce que nous... on l'aime beaucoup, c'est pas dit. Non, mais ça, c'est pas le sujet. C'est on pas a bien le sujet. compris qu'il n'avait pas notre cœur, ni notre cerveau, mais peu importe. Je veux dire, se pose quand même la question de la capacité de ce parti à se détacher peut-être un jour des macronistes pour exister de manière autonome. Est-ce que les électeurs de droite n'ont pas l'impression que LR est la bouée de sauvetage du macronisme depuis 2 ans et que, franchement, ils ne voient pas pourquoi voter pour? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Emilio? En fait, ils en ont plus beaucoup d'électeurs pour l'instant, quand même, les LR. C'est quand même ça le sujet. Ils sont pris branlés sur branlés depuis 2017, hein, sauf dans les élections locales parce qu'il y a une prime au sortant. Là, en fait, je pense que ça frétille un peu chez l'air. Il y a eu un sondage qui est paru cette semaine où en fait on voit que au sein du bloc du bloc gouvernemental, en gros, Renaissance s'effondre et LR exploserait. En gros, il serait quasiment au même niveau d'intention de vote dans les sondages. Et donc en fait, ils se disent tiens, c'est peut-être notre moment. En réalité, moi je pense qu'il n'y a aucune chance. Par exemple, tu as un Bruno Retailleau au second tour d'une élection présidentielle. J'y crois pas. Par contre, je crois que Bruno Retailleau, c'est le rabatteur du RN. Je pense qu'il se frotte les mains au RN parce qu'en fait, le mec arrive à faire la passerelle entre les électeurs macronistes vers eux. Il leur servira de tremplin dans l'hypothèse d'un second tour de la présidentielle. Et c'est pas ma petite analyse perso. Hein. C'est que j'ai lu des papiers où en fait les RN ils sont chouettes. Les RN pardon, ils sont chouettes. Retailleau. Ah ouais, ils le voient comme ça. Mais c'est même dans leurs éléments de langage. Parce que ils moi, disent, ils gigotent, mais ils ne font pas. Ils parlent comme nous. C'est un très bon porte-parole du RN, mais ils ne font pas les choses. La preuve, regardez, ils sont empêchés. Il faudra voter pour nous. Après, vous préférez l'original à la copie. Alors, autre question. Alors oui, effectivement, c'est une manière de voir les choses. Autre question, est-ce qu'il ne peut pas grappiller des voix précieuses au Rassemblement national? Si, est-ce que ça peut pas être une division à l'extrême droite? Parce qu'effectivement, je vois bien l'idée de voir que Bruno Retailleau est probablement l'un de ceux qui, au sein des Républicains, a le plus de chances de faire une alliance avec Marine Le Pen à terme, d'une manière ou d'une autre en fonction des circonstances. Mais ça peut aussi être l'événement inverse, c'est-à-dire la montée d'une personnalité forte également marquée sur les thèmes d'extrême droite, qui fait perdre à Marine Le Pen des voix précieuses, l'empêchant peut-être, qui sait, d'arriver au second tour. Ouais, moi je pensais plutôt les macronistes qui l'empêchent d'arriver au second tour. Je pense que ce sera les juges. Chais. Namou, t'en penses quoi? Au niveau des électeurs du RN, j'ai l'impression qu'ils sont très attachés quand même à l'image de ce que représente Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et donc, même si la personnalité de Bruno Retailleau essaie de se mettre vachement en avant autour des questions qui sont traitées pour la plupart du temps par le RN,
ça va pas. Enfin, je suis pas sûr qu'il va réussir à siphonner ces électeurs-là, honnêtement. Je suis assez d'accord avec ce que dit Nemous. C'est-à-dire, ça me fait penser à. C'est un petit peu comme Éric Zemmour et la différence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Il y en a un qui est marqué beaucoup plus bourgeois. Et Retailleau, tu peux pas faire un truc comme Marine Le Pen avec pas la la droite populaire et faire c'est pas la droite style, populaire. Ouais, alors Wauquiez aimerait bien faire pareil, mais lui aussi, en fait, lui, il croit qu'il fait populaire parce qu'il a mis une parka. Il s'éteint les cheveux exprès en blanc pour faire. Mais pourtant, Sarko l'a réussi, lui, à faire droite populaire. Ouais, mais on a réussi ils n'ont réussi qu'une fois à siphonner les voix de l'extrême droite, en fait. Oui, en 2007. C'est en 2007. Depuis, ils se sont fait et c'est pareil, en fait, Pécresse, on disait quand elle s'est déclarée candidate en fin 2021, les sondages la donnaient quasiment au deuxième tour, et on a vu ce que ça a donné. En fait, elle s'est effondrée. Ensuite, c'était Zemmour qui a explosé dans les sondages, il dépassait même Marine Le Pen, etc. Et en fait, il s'est effondré, et les électeurs de Pécresse de droite classique, ils ont filé avec Macron. Les autres, comme les électeurs de Zemmour, ils ont filé avec Le Pen. Parce qu'en fait, je pense que les blocs en fait, sont tellement cristallisés. T'as 3 blocs tellement cristallisés qu'il y a un tel phénomène de vote utile que de toute façon, la force ira de toute façon au plus fort. Non, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais je me pose la question quand même des scénarios qui feraient basculer les choses à droite, qui changeraient. Parce qu'on sait que la droite est très légitimiste dans le sens où elle adore l'homme fort. Elle adore souvent l'homme plus que la femme. Il se trouve que là, c'est plutôt une femme qui est la femme forte, effectivement, de la droite. C'est Marine Le Pen. Mais les choses peuvent être bousculées assez vite à droite. Il suffit qu'une candidature cartonne, etc. J'ai du mal à voir Bruno Retailleau en candidature à la présidentielle. Effectivement, je le sens pas du tout capé comme a pu l'être un Nicolas Sarkozy avec une énergie très particulière en 2007. Bruno Retailleau est un homme plutôt de la réserve, un homme plutôt d'une espèce de droiture presque en retenue, pas sur le fond de ce qu'il dit et de ce qu'il pense, loin de là, mais par contre dans la forme. Il y a aussi un truc intéressant, Emilio, c'est qu'on a appris que Xavier Bertrand soutenait Bruno Retailleau. Ouais. C'est quand même bizarre. En fait, tu peux nous rappeler qui est Xavier Bertrand dans le paysage ? Xavier Bertrand, c'est le président de la région des Hauts-de-France et c'est un homme de la droite dite sociale. Alors, il faut le dire vite, droite sociale, ça s'appelle un oxymore pour ceux qui connaissent la langue française. Mais en tout cas, il est réputé pour être un des rares à droite qui tient le barrage avec l'extrême droite. Notamment dans sa région. Aussi, lorsqu'il s'agit de rentrer au gouvernement, il devait rentrer en fait au gouvernement comme ministre de la Justice de François Bayrou. Et à partir du moment où Bayrou a reçu l'onction de Marine Le Pen, il a dit « Ah ben non, moi je rentre pas. Je refuse de participer à un gouvernement qui soit soutenu par l'extrême droite. » Et là, le mec, qui est plus macroniste que facho, il se met à soutenir le mec qui parle comme le RN. C'est peut-être pour emmerder Wauquiez aussi. Alors, il y a ça, et en vrai, il ne faut pas oublier que Xavier Bertrand, lui, il est déjà candidat pour 2027. Il est en vrai même déjà candidat en 2032, en 2037, en 2042. Il est candidat tout le temps, Bruno Retailleau. Xavier Bertrand. Et il se dit peut-être que le mec est plus prenable que Wauquiez, ou il se dit qu'il peut dealer un truc avec lui. Je pense que les deals à droite, ça marche jamais. Ils se font niquer à chaque fois. Wauquiez avait dealé avec Ciotti, mais qui s'est barré avec le RN. Là, visiblement, Wauquiez et Retailleau, ils étaient censés avoir dealé. Toi, tu rentres au gouvernement, Retailleau, et moi, je prends le parti. Et en fait, j'avoue qu'à part ça, je vois pas. Xavier Bertrand, c'est la bête noire du RN aussi. Marine Le Pen avait dit qu'elle censurerait le gouvernement si Xavier Bertrand était dans le gouvernement. Donc ils sont d'accord pour se détester tous les deux. Moi, je suis pour Xavier Bertrand. Il faut qu'il y aille. Je pense qu'il faut que Laurent Wauquiez y aille aussi. Je pense que Bruno Retailleau, ce serait dommage qu'il parte pas quand même. Et autant je suis pour l'union de la gauche, autant je suis pour la division de la droite. Je pense que c'est une très bonne chose. Pourquoi tu sur les guerres des chefs Alors justement sur les guerres des chefs, ce qui est très rigolo, c'est que c'est un motif récurrent. Alors nous on connaît ça par cœur quand on suit la vie politique depuis longtemps. Il y en a eu plein et toujours à droite, parce qu'à droite on aime les chefs et on les trouve légitimes et on trouve ça normal qu'un homme à poigne aille s'empoigner avec un autre homme à poigne, et puis une femme de temps en temps, pourquoi pas, mais faut qu'il y ait de la poigne et faut qu'il y ait une guerre des chefs. À gauche, c'est la guerre contre le chef. Il y en a un qui est chef, on lui dit non, pas toi. Et bien en fait, tout le monde veut qu'il n'y ait pas de chef. Mais à droite, c'est normal une guerre des chefs. Moi, j'ai hâte. Je trouve que c'est toujours de grands moments de la droite. Vraiment. Et ça montre la droite. En fait, ça montre la droite pour ce qu'elle est, c'est-à-dire tu as des petits opportunistes, des petits carriéristes, des espèces de chefs nuls là qui viennent choper les dividendes du pouvoir, quoi. Voilà, ils veulent gouverner, ils se croient un destin national, ils se sentent pupissés. Mais allez-y. J'attire quand même votre attention sur la rapidité de tout ça, parce que je vous rappelle quand même que Bruno Retailleau est entré au gouvernement en septembre dernier. Il a eu le temps de se faire un nom à droite, de cartonner auprès de l'électorat de droite. Enfin, vraiment, les gens l'adorent. Les gens ont découvert un Bruno Retailleau. Il est bien aidé par les journalistes. Les journalistes l'adorent. Qui est d'ailleurs 3 unes de journaux en moins d'un mois là.
il a fait le JDD, bon, logique, il a fait l'Express et Le Point. non, c'est Valeurs Actuelles. La nouvelle formule de Valeurs Actuelles inspirée de Loft, machin. On est des fachos mais plus trop fachos, ça se voit plus. Mais en fait, ils ont foutu Retailleau en une. Et en fait, il est poussé en fait par les vents mauvais dont parlait Usul tout à l'heure. Mais en fait, c'est ça. Et il y en a un d'ailleurs qui a compris ce que dit Usul, que la division, en fait, les blocs sont tellement cristallisés que en fait, il faut pas que le bloc gouvernemental se fissure. C'est Darmanin. Il a proposé une primaire du bloc gouvernemental. Et il faudrait y participer, j'imagine, lui-même. Lui, il fait le pont entre tout ça. Bah oui. Ça va être intéressant parce qu'effectivement, si le bloc gouvernemental, le bloc macroniste, organise sa propre primaire et qu'on a. Bloc macroniste LR. Bah alors justement, c'est toute la question que j'étais en train de souligner, c'est de me dire, en fait, est-ce qu'ils vont faire une primaire ensemble? Est-ce que LR va finir par rentrer dans le bloc macroniste alors qu'ils veulent pas? De ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, LR, ils sont assez contents de leur ministre au gouvernement parce qu'ils ont rechopé de la visibilité et de la popularité pour certaines de leurs figures. Alors qu'avant ça, on l'avait dit sur Backseat il y a longtemps, on avait dit, au bout d'un moment, ils en auront marre de voir les trains passer et ils en auront marre d'être en retrait, eux qui sont le parti de la droite, qui se sent fondé à gouverner parce qu'on a toujours fait, c'est toujours la droite qui gouverne. Et ils en avaient marre d'être sur le bas-côté, ils ont dit allez on y va, et depuis qu'ils y sont, eh ben, ils sont contents. Donc à mon avis, ils vont quand même bastonner pour détruire les macronistes quand même. Et je pense qu'ils voudront pas du truc de. Mais c'est pour ça. C'est d'où la question. C'est encore une fois. Est-ce que de la Macronie là. Est-ce que les Républicains, à un moment, vont se séparer de Macron et rentrer dans une critique brutale du macronisme, ou est-ce qu'ils vont rester jusqu'au bout les assureurs du macronisme, alors que les électeurs, non, ils vont jouer pour eux, à mon avis, ils vont jouer pour eux-mêmes. Je suis d'accord avec toi. Il y a un moment, ils vont se disloquer. C'est les macronistes qui vont se barrer en fait. Ils vont avoir l'effet inverse. Les macronistes vont se barrer pour aller chez LR. Ce sera ouf. Vas-y, on joue un jeu. Combien de potentiels candidats pour le 10 socle commun là? Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, Yael Braun-Pivet. Oui, Yael Braun-Pivet. Elle y pense en ce moment. Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez. J'en oublie peut-être, non? On a fait le tour. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, carrément, ouais. Bon, bah voilà. On en a 8 là. On en a 8. Oh putain, la guerre des chefs. David Lisnard, il y en a qui disent oui, vous avez raison. Ah oui, David Lisnard aussi, oui, bien sûr. Et Bayrou, il pense aussi. Il y en a un qui dit Bayrou, non, je déconne. Non, mais lui, il déconne pas, lui. Lui, il y croit. Hein. Affaire à suivre, évidemment. En continuant à regarder Backseat, parce qu'on va continuer à en parler de ces tergiversations à droite. Autre nouvelle dans l'actualité dont on voulait discuter, on l'a appris, c'est officiel, le président de la République, Emmanuel Macron, qui a le pouvoir de nommer le président du Conseil constitutionnel, a décidé de nommer son fidèle lieutenant Richard Ferrand. Richard Ferrand, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand, donc, est proposé par le président de la République pour présider le Conseil constitutionnel, une des plus hautes juridictions de ce pays. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel est une institution assez importante de la Ve République qui a le pouvoir de retoquer les lois avant leur promulgation, après le travail du Parlement, mais avant leur promulgation, si celles-ci ont des dispositions qui sont contraires à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a également le pouvoir de retoquer les lois après leur entrée en vigueur via un mécanisme juridique qui s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Je ne rentre pas dans le détail, c'est le même pouvoir important, celui de juger la constitutionnalité des lois. Et par ailleurs, le Conseil constitutionnel est également le juge des élections. Ça mérite d'être rappelé quand même. C'est important, c'est lui qui proclame les résultats des élections les plus importantes. Et qui valide ou pas les comptes de campagne. Et qui valide des choses importantes. Le Conseil constitutionnel est donc une institution particulièrement importante, d'autant que ces derniers temps, il ne vous aura pas échappé, puisque vous suivez Backseat, que l'état de droit est remis en question régulièrement, que des dispositions contraires à la Constitution sont proposées au vote des députés par des gouvernements qui préfèrent déléguer au Conseil constitutionnel le choix de retoquer ces lois. Donc c'est pas du tout anodin dans le contexte actuel la présidence du Conseil constitutionnel. Emilio, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette proposition du profil de Richard Ferrand fait débat? Alors il y a plusieurs problèmes. Déjà parce qu'il n'a aucune compétence pour ça, Richard Ferrand. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. En fait, pour l'UMA, j'ai écrit des papiers sur Richard Ferrand. J'ai interrogé les constitutionnalistes, les opposants. Et en fait, quand tu regardes un peu, tu t'épluches le CV de Richard Ferrand. Richard Ferrand, ok, il a été président de l'Assemblée nationale. L'Élysée dit, comme les deux d'avant, Laurent Fabius et Jean-Louis Debré. Ok, alors on en pense qu'on veut de Fabius et Debré, ils avaient une autre stature, ils se sont construits une stature d'homme d'État, ils ont fait l'ENA, ils ont des compétences juridiques que n'a visiblement pas Richard Ferrand, puisqu'il a été 10 ans député Richard Ferrand. Il a été 2 fois seulement rapporteur d'une loi, dont une qui n'a jamais abouti. Il a fait 2 ans d'études de droit.
et basta. En fait, c'est un ancien journaliste, il a dirigé une boîte de graphisme, il a les Mutuelles de Bretagne, qui lui ont valu une affaire judiciaire. Il a une affaire judiciaire, celle des Mutuelles de Bretagne. Qui a été classée parce que la prescription était atteinte. Donc il y a ça déjà, et donc en fait personne ne reconnaît la compétence juridique de Richard Ferrand. Et en plus, le deuxième problème, c'est que c'est la République des copains. En fait, Macron, il a l'habitude de nommer des proches à lui dans des institutions. Alors il y avait eu Éric Lombard, l'actuel ministre de l'économie, qui l'avait propulsé à la Caisse des dépôts. Il y avait sa copine de promo, Sybille Veil, qui l'a propulsé à Radio France pour commencer à faire des coupes. On a son pote Dominique Boutonnin, qui l'avait mis pour faire les coupes au CNC, sur l'audiovisuel, le cinéma. D'ailleurs, il vient d'être remplacé par le directeur de cabinet de Rachida Dati. Bref, et maintenant, c'est Richard Ferrand qui est le plus fidèle des fidèles. Et en fait, tout ça, ça jette un soupçon sur le Conseil constitutionnel. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'en fait, ça offre aussi un boulevard demain à l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que tu disais, je ne vais pas m'attarder sur les QPC, etc. Le QPC, c'est en gros n'importe quel citoyen peut demander au Conseil constitutionnel de vérifier la conformité d'une loi, une loi déjà adoptée avec la Constitution. Et bien en fait, il se trouve qu'il y en a une très importante de QPC qui concerne Marine Le Pen et son éligibilité potentielle si elle est condamnée par les juges, s'il y a une exécution provisoire en fait de l'inéligibilité avant les recours. Et ben en fait, si c'est Richard Ferrand qui est à la tête du Conseil constitutionnel et qui statue et qui dit non, elle est bien inéligible, c'est un boulevard pour Marine Le Pen pour dire regardez, Macron l'a mis pour me barrer la route. Et en fait, tout ça, ce soupçon décrédibilise profondément l'institution qu'est le Conseil constitue, et ça inquiète les constitutionnalistes. Alors, tu parles de République des copains. La surpolitisation du Conseil constitutionnel, c'est pas quelque chose de nouveau pourtant. C'est quelque chose qu'on avait déjà connu au moment de la nomination de Laurent Fabius, par exemple. Je dis pas que c'est une bonne chose, bien au contraire, mais je dis que comment est-ce que tu peux nommer quelqu'un au-dessus de tout soupçon ? Moi, je voudrais aller dans le sens, parce que je trouve que c'est très intéressant, l'angle de cette nomination affaiblirait en fait le Conseil constitutionnel en entier. Et quand tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui proposent des lois en déléguant au Conseil constitutionnel le soin. Donc là, je pense que tu fais référence par exemple à la loi immigration, totalement, dont beaucoup de dispositions ont été retoquées évidemment par le Conseil constitutionnel, parce qu'on avait foutu... C'est pas on a foutu tout et n'importe quoi, c'est qu'on a foutu des trucs dont on savait qu'ils ne passeraient pas. Des trucs racistes, des trucs... avec vraiment l'idée d'y aller plus fort, de taper plus fort. Et derrière, en fait, c'est pas qu'on délègue, c'est qu'on va pouvoir dire, l'extrême droite va pouvoir dire on aimerait, regardez, on a même un sondage qui nous montre que les Français aimeraient qu'on refoute directement les migrants à la mer tel quel sans gilet de sauvetage, mais le Conseil constitutionnel, il veut pas. Ouais. Et puis ensuite, ils vont nous faire pareil sur la Cour européenne des droits de l'homme, etc. C'est-à-dire que dans le mouvement là, y compris celui qu'on est en train de voir aux États-Unis, on essaie de casser les cadres. L'extrême droite veut casser ces cadres et le Conseil constitutionnel est un de ces cadres. Et donc c'est pour ça que c'est particulièrement vrai ce que tu dis, Emilio. Ça affaiblirait le Conseil constitutionnel que d'avoir Richard Ferrand là-dedans, évidemment. D'autant plus que, et je termine là-dessus, l'affaire des Mutuelles de Bretagne, on a un classement Transparency International qui est sorti hier. La France perd des points là niveau corruption. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que... Au niveau du Qatar. Voilà. On est au niveau du Qatar ? Ouais. C'est bien, mais en même temps, parfois c'est le même argent. Et non, mais vraiment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, on a un personnel politique qui est relativement corrompu. Donc, on prend de l'argent ici, on prend de l'argent là, tiens, un peu le privé, tiens, c'est toi qui vas construire ce rond-point. Alors, parfois, c'est à l'échelle locale, mais combien d'affaires nationales ? Combien de gens sont aujourd'hui ministres qui ont ce genre d'affaires au cul ? Et aujourd'hui, ça vient de tomber, c'est nouveau, depuis une heure ou deux, Jean Castex. Jean Castex est en train d'être mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Il est en garde à vue aujourd'hui. Il est confiné en garde à vue, oui. Il est en garde à vue aujourd'hui. Il a été relâché. Prise illégale d'intérêt pour la communauté de communes quand il était maire de Prades en 2017. Voilà, donc apparemment... Donc c'est non seulement les républiques des copains, mais c'est aussi la république de la corruption. Donc Richard Ferrand, moi, si on me demande mon avis, je dirais, pourquoi pas Marlène Schiappa pendant qu'on y est ? Non mais vraiment, c'est le même niveau, quoi. Jean Castex a été effectivement placé en garde à vue aujourd'hui. Il a été relâché sans poursuite judiciaire. Ah bon, c'est bon, alors je suis rassuré. À ce stade. Mais c'est quand même... Pour combien de temps ? Non, mais j'en sais rien, mais c'est quand même rare. Jusqu'au prochain. Non, c'est assez rare. Aller chercher un mec, le mettre en garde à vue et le relâcher sans rien avoir à lui reprocher, c'est très rare. On verra, on verra. Un point important quand même sur le Conseil constitutionnel, parce que j'ai commencé à voir circuler des trucs sur Internet. Non, le président du Conseil constitutionnel n'a pas les moyens de modifier la Constitution.
Non, mais voilà. Ce serait pratique. Ouais, non, parce que j'ai vu des gens dire ouais, mais du coup, ça c'est le plan de Macron parce qu'après il va faire 3 mandats parce que Richard Ferrand, son pote, aura été au Non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est le grand maître de la Il faut qu'à un moment il y ait une modification de la Constitution, ce qui pourrait arriver, hein. Mais la Constitution française n'est pas dure à modifier. 3/5 du Congrès, faut y aller quand même. Hein. Bah oui, mais ça se fait. Enfin, combien de fois elle a été modifiée depuis 2008, la dernière c'est 2008, hein. Parce que non, parce que l'IVG, l'UMP, Hein enfin, ça dépend ce que tu non, dis dans la l'IVG, oui, Constitution, l'IVG, mais- t'as raison. Avec eux, oui, l'IVG, vous avez raison, 2024. Et Emilio. un truc rapide, c'est qu'il n'y a pas que Richard Ferrand qui rentre au Conseil constitutionnel. Lui, il est nommé par Emmanuel Macron pour assurer la présidence. Il y en a 2 autres qui rentrent, qui sont Philippe Bas, nommé par Gérard Larcher. C'est un sénateur LR dont la compétence juridique n'est d'ailleurs pas remise en cause. C'est un législateur. Voilà, il avait fait beaucoup chier Macron sur une commission d'enquête au Sénat. Et c'est une ancienne députée MoDem, Laurence Vichniewski, qui est aussi une juriste. Mais en fait, ça pose la question, c'est que ça reste des politiques qui sont l'un encore en poste et l'autre qui était il n'y a pas très longtemps en poste, qui remplace 2 techniciens du droit, 2 constitutionnalistes. Ouais. Et alors, il n'y a jamais eu autant de politiques dans le Conseil constitutionnel qu'aujourd'hui. Et surtout, c'est pas n'importe quelle politique, c'est la couleur politique de tous ses membres. Grosso modo, c'est le camp présidentiel d'aujourd'hui, les gens qui sont au gouvernement. Et c'est-à-dire qu'ils ont aussi une lecture du droit qui est propre à un camp, parce qu'il y a plusieurs lectures du droit. Tu voudrais quoi, toi, les extrêmes, peut-être ? Et donc, non, mais ça veut dire qu'ils ont une lecture du droit qui est en réalité très permissive. C'est-à-dire qu'ils considèrent que tout ce qui n'est pas écrit... Avec le pouvoir actuel. Ouais, oui, non, mais voilà, c'est que en gros, tout ce que la Constitution n'interdit pas, c'est autorisé. Et en fait, c'est nier la philosophie de la Constitution. C'est-à-dire que si c'est pas écrit dans le texte qu'on n'a pas le droit d'utiliser de faire comme ça pour passer une réforme des retraites, en fait, tu as le droit. Le Conseil constitutionnel a déjà eu des interprétations très extensives de la Constitution, ce qui lui a été reproché par beaucoup de juristes. À l'inverse. Tu vois, donc non, c'est pour tempérer ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, je vois ce que tu veux dire, et je suis d'accord d'ailleurs sur la politisation du Conseil constitutionnel. Bah alors arrête de me tempérer. Je te tempérerai toujours. Ce qui est d'ailleurs une question historiquement assez intéressante. Quand le Conseil constitutionnel a été créé dans la première version de la Constitution en 1958, tout le monde s'en branlait de ce Conseil constitutionnel, il avait très peu de pouvoir. Il était très très peu saisi, on s'en foutait un peu, c'était pas très important. C'est dans les années 70 que le Conseil constitutionnel, en partie de son propre chef, a évolué pour devenir une Cour suprême, pour devenir un truc aussi important, gardien des libertés, gardien des droits, gardien de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du préambule de 46, etc. Et aujourd'hui, on arrive à un moment où on peut se permettre, je sais pas, tiens, je te pose la question, Namou, de faire des parallèles avec la Cour suprême américaine. Oui. Bah, déjà, le point en commun, c'est qu'il y a 9 juges et leur boulot, c'est de juger justement de la constitutionnalité, c'est compliqué à dire, ouais, c'est chiant. Des lois au niveau des États, des différents États, mais aussi au niveau de l'ensemble du pays. Et donc, forcément, ça rappelle le premier mandat de Trump où il avait pu justement choisir, parce que en gros, c'est le président américain qui nomme ses juges, et donc il a pu nommer 3 juges qui sont plutôt dans son camp présidentiel. Et, ils sont nommés à vie en plus. Ils sont nommés à vie. Et qui sont nommés à vie. Alors, ils sont nommés jusqu'à qu'ils décident de démissionner ou qu'ils meurent. C'était le cas avec Ruth Bader Ginsburg. Tout à fait, qui, elle, était une juge plutôt démocrate. Et en fait, à partir du moment où elle est décédée, c'est à ce moment-là que Donald Trump a pu nommer ces 3 juges-là. Avec un truc intéressant à la Cour suprême américaine, c'est qu'il y avait historiquement dans le parlementarisme américain un deal qui était respecté par les 2 camps politiques, qui consistait à garder un équilibre à la Cour suprême, qui variait, parce que comme ils sont 9, c'est un chiffre impair, donc ça variait forcément, il y a toujours une majorité démocrate ou républicaine à la Cour suprême, mais on respectait toujours le fait que, etc. Et ce deal a été rompu de manière assez spectaculaire par le parti des républicains, qui était déjà trumpisé, en empêchant les démocrates et Barack Obama à l'époque de nommer le juge qu'ils voulaient nommer, leur offrant à eux la possibilité d'en nommer 2 une fois arrivé au pouvoir avec Donald Trump. Et ça a été la première fois de l'histoire américaine que ce deal-là a été rompu de manière aussi violente. Donc là-bas, la politisation est beaucoup plus historique et beaucoup plus acceptée, mais il y a cette espèce de deal qui est reconnu et qui est autorisé par les 2 parties, qui n'existe plus. Donc le parallèle peut être permis. Eux, ils nomment des juges. Oui. Ils nomment littéralement Alors oui, Alors, c'est des juristes, mais c'est pas une obligation. Ah.
Mais ça change rien. Les études montrent, en fait, c'est l'arithmétique, hein, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est un peu moins prononcé en France, mais que la couleur politique, de toute façon, des gens que tu nommes, parce qu'en fait, les juges aussi, ils ont des avis politiques. Hein. Oui, mais plus aux États-Unis qu'en France. Oui, mais plus aux États-Unis qu'en France, mais même en France, il y a une étude qui a été faite que la couleur politique des membres de la Cour suprême ou du Conseil constitutionnel influence de fait ces décisions, et c'est normal. C'est logique. En fait, l'impartialité, la neutralité absolue, ça n'existe pas. Donc forcément, ça teinte. Oui, parce que tu dis ça pour répondre à ceux qui disent non, mais de toute façon, le droit, c'est le droit c'est neutre, le droit, c'est technique. Non, le droit, tu l'interprètes, et il y a de la politique dans le droit, et au-dessus, avant, après, pendant l'exercice, voilà, c'est ça que tu dis. Et le Conseil constitutionnel, effectivement, ça fait 80 ans qu'il est étudié sous toutes les coutures par plein de juristes qui, effectivement, regardent les colorations politiques, les choses décidées par le Conseil, qui parfois sont marquées d'une manière ou d'une autre. Il y avait eu en 1995 la validation des comptes de campagne de Balladur et de Chirac. En parfaite connaissance du fait qu'il ne respectait pas la loi. Et ça a été reconnu des années plus tard. Et par quelqu'un qui n'était pas du camp Chirac en plus. C'était Roland Dumas. C'était Roland Dumas qui voulait protéger la République en disant non mais vas-y, on va laisser Chirac. Enfin bref. Ouais. Si on invalide, on fait quoi? On refait une présidentielle et puis ça va faire monter les extrêmes. Si on commence à dire c'est corrompu, regardez, c'est bidouillé, on va donner raison à ceux qui disent regardez cette République corrompue, donc non. Donc ça, cette tâche, oui, c'est une tâche sur l'histoire du Conseil constitutionnel. Plus récemment, effectivement, Laurent Fabius et le Conseil constitutionnel se sont montrés extrêmement fermes sur la défense des libertés contre cette loi immigration notamment, mais ça n'a pas été la seule, où le gouvernement n'a pas hésité à faire voter par le Parlement tu l'as dit Usul, des dispositions qui étaient manifestement contraires à la Constitution. Tout le monde le savait, la préférence nationale. La préférence nationale, qui est un truc inconstitutionnel, a quand même été défendue par un gouvernement devant un Parlement qui l'a voté. Et il y avait cette espèce de décharge au Conseil constitutionnel en disant non mais c'est charge à eux de faire le tri ensuite, nous on vote des trucs puis ensuite ils feront le tri. C'était pour avoir un deal avec les LR en fait. Ouais, voilà. C'était le deal avec les LR, on vote des trucs anticonstitutionnels ensemble comme ça tranquille. Laurent Fabius a fait savoir très vertement, de manière assez rare d'ailleurs, il est un peu sorti de sa neutralité. Entre deux siestes. Pour en mettre des tartines à la tronche d'Emmanuel Macron en lui disant que c'était absolument scandaleux de faire cet usage-là des institutions. On sent quand même qu'il y a des tensions autour des institutions en France. C'est pas seulement le fond de la politique et l'orientation de la politique d'Emmanuel Macron, c'est aussi la pratique du pouvoir qui est questionnée. Je voulais juste donner un petit conseil de lecture aux viewers. Lisez les travaux de Laureline Fontaine, qui est une constitutionnaliste. Ses travaux sont très accessibles. Elle est spécialiste du Conseil constitutionnel. Elle a donné plein d'interviews dans la presse. Et en fait, si ces sujets vous intéressent, allez lire ce qu'elle dit. C'est vraiment passionnant. Redis son nom ? Laureline Fontaine. Laureline Fontaine. Puis allez lire Chapoutot aussi, qui publie un bouquin, là, Les Irresponsables, qui parle précisément de ça, de ces gens du centre qui ont laissé après les nazis arriver au pouvoir à l'époque. Qui les ont mis au pouvoir même. Oui, voilà, von Papen, tout ça, et de comment ces gens qui en fait se pensaient les seuls raisonnables, centristes, ont tordu autant que possible la Constitution, tout contourné pour pouvoir rester au pouvoir, même en perdant un peu les élections, parce que c'était les seuls raisonnables. Et au final, pour contrer la gauche, ils ont quand même préféré commencer à gouverner avec les nazis. Bon, voilà, c'est des enseignements qui peuvent être intéressants. Absolument. Aujourd'hui. Toujours lire Chapoutot, bah oui. C'est toujours très intéressant. Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, c'est la proposition de loi sur la justice des mineurs, proposition de loi défendue par Gabriel Attal, qui vise, je cite, à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Elle a été adoptée par les députés aujourd'hui. Mais que contient ce texte ? Ce texte contient plusieurs dispositions, dont la comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans pour des faits graves. Avant, ils ne pouvaient pas comparaître en comparution immédiate, il devait être présenté à un juge des enfants un peu plus tard. Et plus d'atténuation systématique des peines pour les mineurs, ce qu'on appelait incorrectement l'excuse de minorité, qui n'a jamais vraiment existé, mais a quand même été atténuée pour les faits graves et pour les récidivistes. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette proposition de loi qui tord le bras à la tradition de la justice des mineurs ? Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Tu suces, tu avales. Et c'est quoi la dernière ? C'est... Pardon. Okay. Non, je suis choqué. Non, mais enchaînez. Oh, faut couper. Putain, moi j'étais sûr que c'était... Tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter, mais peut-être que je me suis planté. J'ai mal noté ma... Alors, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on disait ? Gabriel Attal. Attal, pas Aval. Non, Attal. Allez, c'est ça qui... Allez, droit de retrait, moi je me casse. Là, ça commence à...
Ah, c'est horrible, horrible, horrible. J'ai envie de partir. Non, mais t'as Donc, raison, parce que Attal- au-delà de la blague ratée, cette diatribe de Gabriel Attal au moment de son discours de politique générale en janvier de l'année dernière était effectivement un petit peu sur le fond. Dans la violence du propos qu'il avait, c'était contre les jeunes. Il parlait des jeunes, notamment des jeunes délinquants. Et Oui. il disait qu'il serait le Premier ministre de l'autorité, d'où cette diatribe qui a beaucoup fait couler d'encre à l'époque, qui a d'ailleurs beaucoup marqué Gabriel Attal en termes d'identité politique et qui se retrouve aujourd'hui dans cette proposition de loi. Oui. Il a eu l'impression de... Ouais, vas-y. Cette Namo proposition de loi, elle est surtout partie des émeutes suite à la mort de Naël, où justement il y avait Ouais. tout ce vocabulaire-là de la répression justement des jeunes de quartiers populaires. Et du coup, ben, forcément, c'est dans cette lignée-là de la stigmatisation un peu. Bah oui, complètement. Complètement. Usul, tu voulais dire un truc? Oui. Non, oui, bien sûr. Alors, tout à l'heure, on parlait avec Vincent de la justice, on parlait de la protection des mineurs. Ouais. Et tu faisais le parallèle, tu disais, tiens, c'est marrant, parce que là, on pense protection des mineurs, ça revient souvent, la pornographie sur Internet, les écrans, là, faut protéger les mineurs. Et puis, dans un autre cas, on te fait un projet de loi où, au contraire, non, on les met en prison, les mineurs, on n'a rien à foutre, il n'y a plus d'excuses de minorité, etc. C'est qu'en fait, il faut vous dire que ces gens-là, dans un cas, ils protègent les enfants à eux, ils protègent leurs enfants, mais en fait, c'est qu'on parle pas des mêmes enfants dans leur tête. Ouais. Et c'est très bien que tu rappelles que tout ça, c'est après la mort de Naël et après les révoltes en banlieue. C'est parce que eux, et c'est là où l'autre fait, tu casses, tu répares. On t'apprend à la respecter. Cette espèce d'accès. Lui, il est pas en train de légiférer. Lui, dans sa tête, il légifère sur les jeunes de banlieue. Ouais, les jeunes de Ouais, banlieue. Simplement. C'est le retour des jeunes de banlieue de Bien sûr. 2005. Ouais. Il y a Les jeunes un- à casquette. Non, mais il y a Emilio. un fond raciste en fait aussi, en tout cas évidemment anti-banlieue, mais en fait Gabriel Attal il incarne à lui seul cette dérive du macronisme. Je vous rappelle quand il arrive au ministère de l'Éducation nationale puis Premier ministre, c'est il faut qu'on s'intéresse à la santé mentale des jeunes, il faut les protéger, ce qui était une très bonne chose. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un texte de Gabriel Attal qui fait ce qu'on appelle le populisme pénal, en fait. Ouais. C'est un fait divers, une loi, et en fait, qui en rajoute en permanence. Et en fait, qu'est-ce qu'il vient faire, Gabriel Attal? Il vient démonter une loi qui était une loi de Nicole Belloubet, qui était ministre de la Justice, et qui fonctionnait bien, en fait. Selon tous les spécialistes, en réalité, il n'y a pas de problème d'ordre, d'autorité dans la justice des mineurs, il y a un problème de moyens. Et il y a un problème de moyens, aussi de prévention, d'éducation. Il y a un problème de philosophie aussi de ce qu'on veut faire avec la prison. Ouais. Est-ce que la prison, ça sert à éloigner les personnes qui sont dangereuses de la société? Est-ce que ça sert à réinsérer les gens? Ou est-ce que ça sert simplement à punir, à réprimer? Et ben en fait, la loi de Gabriel Attal qui est votée avec les voix de l'extrême droite, eh bien, ça sert à réprimer. En fait, Et C'est ça. en fait, ils sont toujours dans la réaction, mais jamais vraiment dans l'action concrète sur le terrain. Et malgré tout ce que les personnes qui sont sur le terrain leur rapportent, en fait, ils sont dans cette question, comme tu le dis, de toujours réprimer, punir. D'autant plus qu'un gamin qui part en couille, c'est la société qui a échoué. C'est l'école qui n'était pas là, c'est les parents qui étaient peut-être en déshérence, eux aussi, même dans d'autres situations. Et derrière, dire, bah justement, on va punir les parents. Mais vous avez déjà raté avec les parents. Les parents, ils sont peut-être la mère, elle est sous l'eau, elle travaille le soir, la nuit, elle n'est pas là. Ouais. Et derrière, vous avez quoi, les foutre. Enfin voilà, c'est une manière de penser. Pour moi, un gamin qui part en couille, c'est déjà un échec de la société. Donc tu vas pas en plus punir le gamin, quoi. Là, il est déjà puni, ce gamin. Oui, tu vois ce que je veux dire. Non, je vois complètement ce que tu veux. Je vois complètement ce que tu veux dire. Et moi, ce qui me déprime aussi là-dedans, c'est que ça dénote d'un rapport conflictuel à la jeunesse. La jeunesse, c'est vraiment le retour du péril jeune. Les jeunes sont dangereux, les jeunes sont pervertis. Alors, soit c'est les pauvres jeunes, ils sont pervertis par les méchants, par Internet, les jeux vidéo, les clips, le rap, etc. Donc tout ça, machin. Soit les jeunes sont pervers par nature. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument terrifiant. C'est une société qui se retourne contre sa propre jeunesse. C'est une société qui arrête de croire en l'avenir, qui arrête de croire en elle-même, qui commence à avoir peur de toute une partie de sa population. C'est aussi un discours qui vise à séduire un public âgé. Ce sont des vieux qui ont peur des jeunes, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus comme les jeunes d'hier. Nous, dans ma jeunesse, c'était quand même vachement mieux. On avait le service militaire, on avait l'uniforme à l'école, c'était beaucoup mieux. On se tenait droit, etc. Ce qui n'a jamais été vrai. Genre vraiment. Et puis il y avait la violence des profs. Enfin, tu vois, c'était. Non, mais c'est lunaire. Enfin, c'est vraiment, on fantasme un monde passé. Et c'est vraiment, c'est le discours d'Éric Zemmour, quoi. La France des années 60, c'était tellement mieux, avec Belmondo et Brigitte Bardot, etc. Enfin, l'image d'Épinal. L'image d'Épinal d'une jeunesse passée. Et moi, je trouve ça terrifiant. Je trouve ça d'autant plus terrifiant que la France
a quand même été un des pays en pointe dans l'histoire sur la protection des droits de l'enfant. C'est à Paris qu'a été signée la Convention internationale des droits de l'enfant il y a 35 ans. La France, avec l'UNICEF aussi, un certain nombre de choses ont été faites dans le monde entier pour la protection des enfants, pour la protection des mineurs, pour lutter contre la peine de mort des enfants, etc., à l'initiative de la France, de sa diplomatie et tout. Et je trouve ça terrible que la France rejoigne cette espèce de phénomène de mode du péril jeune, et tu l'as dit, Usul, de pas n'importe quel jeune en plus. Les jeunes de banlieue, les jeunes issus de l'immigration. C'est pas les mêmes, c'est pas la même chose, etc. Et c'est vraiment... D'ailleurs, ce que tu dis est très intéressant sur On pense jamais à ces jeunes à soi. Toutes les enquêtes qui ont été faites justement sur le regard que portent les adultes sur les jeunes. C'est les jeunes des autres. C'est les jeunes des autres. Non, mais les miens, c'est pas pareil. Non, mais les surtout, miens, c'est des mais lois. les jeunes des autres, ils sont sur leur portable, tu leur donnes. Oui, mais le tien aussi. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Eux, ils sont sur des applications qui machin, mais non, mais les miens, ça va, j'arrive à gérer. Bah, ce sont des lois qui sont Namo. portées aussi par des gens qui n'ont pas d'enfants. Donc, en Ouais. fait, il y a aussi un manque de connaissances profondes de ce que c'est qu'un enfant. Mais c'est presque un enfant lui-même, Gabriel Attal, il est tout petit, tu sais. Ouais. Une fois Bruno Retailleau, il a des gosses. Hein. Parlons de Macron aussi. Macron est jeune. Macron est très jeune. Il n'a pas d'enfants. Et en fait, il y a tout ce discours autour de il faut éduquer ses enfants de telle manière parce que c'est comme ça, et alors qu'ils n'ont pas d'enfants eux-mêmes, quoi. Enfin, Par ailleurs, son épouse, Brigitte Macron, a un impact non négligeable sur la manière qu'a Emmanuel Macron de penser l'éducation. Certainement. Et elle a elle-même un parcours dans l'éducation un peu particulier, pas dans n'importe quelle école. Enfin, tu vois, c'est là aussi. Non, mais là aussi, tu vois, le délire sur l'uniforme à l'école, c'est une manière de voir le monde. Hein. C'est très sépia, c'est très. Enfin, bref. Et il est où le Haut Commissariat de protection de l'enfance là ? Comment il a appelé ça ? Parce que vous savez, il n'y avait pas de ministre de l'enfance. Ouais. Et donc, Alors, pour réagir, après, ils ont dit bon, bah, on va faire un Haut Commissariat à côté. Tu veux que je te raconte un truc très drôle ? Tu veux que je te raconte un truc très drôle ? Il y avait le défenseur des droits. Vous connaissez le défenseur des droits ? C'est sympa le défenseur des droits. Oui, Avant le défenseur des droits, il y avait un autre truc qui existait qui s'appelait le défenseur des enfants. Ouais, ça existait. C'était Autorité un enfant. administrative indépendante, notamment Dominique Versini, que j'ai connu, qui était, à l'époque où moi j'étais militant des droits de l'enfant, elle était la défenseur des enfants. Le défenseur des enfants a été supprimé par Nicolas Sarkozy. C'est supprimé. C'est exactement comme Donald Trump qui, d'un trait de plume, supprime des départements entiers de l'administration fédérale américaine. Le défenseur des enfants est supprimé. Moi, ça me fait mourir de rire de savoir qu'aujourd'hui, on va créer un haut commissaire aux droits de l'enfant. Mais il est toujours pas nommé. Très bien. Non, mais à la limite, non, mais allons-y. Mais donc, reconnaissons collectivement que c'était une énorme connerie d'avoir supprimé le défenseur des enfants à l'époque. Bon, voilà, super, on a perdu 10 ans. Les enfants, ils votent pas, écoute. Hein, les enfants, ils votent pas. Mais ils vont Vous voter demain. savez d'où ça vient le mot enfant ? Ça vient du latin infant, qui veut dire celui qui ne parle pas. Eh ben voilà. C'est celui qui n'a pas la parole, l'enfant. Ben voilà, vous l'avez. Achetez mon livre, n'hésitez pas. Je parle de tout ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est dans mon bouquin. Voilà. parles Namo, des tu voulais dire un enfants, truc, excuse-moi. Non. Non, excuse-moi, je croyais que tu avais la parole. Est-ce que la gauche est absente de cette discussion à l'Assemblée nationale ? Est-ce que la gauche a autre chose à défendre en ce moment à l'Assemblée que de se prendre le chou sur la justice des mineurs ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en sais rien. T'en sais rien, On va t'as pas lui demander. Faudrait lui... Bah écoute, on demandera à Jérôme Gage tout à l'heure qui sera notre invité. Ouais. J'ai regardé un peu 2-3 vidéos de ce qui se disait à l'Assemblée. La gauche était quand même vent debout contre ce texte. Hein. Contre ce texte. J'ai notamment vu une vidéo de David Guiraud qui parlait des urgences psychiatriques dans la ville de Roubaix où il est élu. Ouais. Il disait qu'il y avait 8 postes de budgétisés dans l'hôpital. Vous savez combien il y avait pour les médecins psychiatres, vous savez combien il y en avait sur les 8 ? Non, vas-y. 0. Ouais. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme pour une prise en charge d'urgence en psychiatrie. Ouais. Non mais oui, l'enfance, voilà. Voilà. Et il y en a dans le chat qui font le lien avec ce qui est reproché aujourd'hui à François Bayrou. Là, c'est un truc dont j'ai parlé hier. Alors pour ceux qui n'auront pas Vas-y, si suivi, tu veux, tu peux refaire un point. Ouais. bah, là, c'est le gros scandale quand même depuis 2 jours. Hein. Depuis 2 jours, bien monté, c'est dans les JT et tout. Hein. En gros, Mediapart a sorti des preuves comme quoi Bayrou, au moment où il était à Pau et au moment où il était ministre d'ailleurs de l'Éducation Dans nationale, les années 90. aurait fermé les yeux sur un lycée de sa région, dans un lycée Notre-Dame de collège, Bétarame. voilà, dans lequel il y aurait eu violence et attouchement sexuel. Lycée évidemment sous contrat, établissement sous contrat, privé catholique et tout. 112 plaintes, hein, qu'on donne l'ampleur Voilà. du truc quand même. C'est 112 plaintes. Et le genre d'établissement dans lequel François Bayrou lui-même avait mis ses enfants, et j'imagine plein d'autres bonnes familles de la région. Et c'est vrai que spontanément, tu te dis, attends, il n'a pas dénoncé des trucs alors que ses propres enfants étaient dans cet établissement, et peut-être les enfants... On n'a pas protégé les enfants, mais même les siens. Mais il s'en défend même comme ça. Hein. Et en fait, il s'en défend comme ça. Ouais. C'est son argument devant l'Assemblée nationale. C'est Il a dit hallucinant. aux députés, alors il a renvoyé Mediapart en disant c'est faux. Et la preuve que c'est faux, il a parlé de preuves. Hein. Il a dit une des preuves que c'est faux, c'est que j'ai moi-même scolarisé mes enfants dans cet établissement. Est-ce que vous croyez vraiment
que j'aurais scolarisé mes enfants dans un établissement dans lequel j'aurais été au courant de trucs. Et Et moi, je trouve ça crois- dingue, parce que ça veut dire, moi, je serais enfant de François Bayrou, je pense que j'irais dîner avec mon père, là, et j'aurais une discussion un peu serrée. Je crois Parce que s'il s'avère que tu m'as scolarisé dans un établissement dont tu savais Ça fait qu'il y avait des très, histoires de très peur. pédophilie et de violence, mais Je pense que ça, c'est ne rien La- connaître la à la femme de manière dont France- sont gérées dans la société les violences contre les enfants. Particulièrement dans le monde, enfin, évidemment dans le monde bourgeois, c'est géré par le Bien sûr. silence et l'omerta. ouais, ça c'est vrai. Donc c'est pas du tout étonnant que on préfère l'intégrité de la structure, surtout quand il y a une structure importante comme celle de cette école qui accueille la bourgeoisie, de je sais pas quoi. Même On au préfère dépens, ouais. l'intégrité de ces structures-là au destin de quelques gamins dont on se dit bon ouais ça il va oublier puis bon on calme le truc. Et Non, mais j'ajoute- c'est marrant, il se trouve que j'en viens de cette bourgeoisie catholique voilà. là, je sais très bien. C'est le Tout silence. ce que tu dis est parfaitement vrai. Le silence prévaut. Mm. On sauve l'apparence, on sauve le groupe avant de sauver l'individu. Et si l'individu souffre, qu'il Eh se ben, taise. il prend Qu'il sur se lui. taise, il prend sur Il lui. prend Et puis à sur un lui. moment, ça va. J'ajoute Emilio. que la femme de François Bayrou donnait des cours de catéchisme dans cette école. En 98, il y a un prêtre qui est accusé d'agression sexuelle. Il est mis en examen par un juge que François Bayrou va voir pour lui demander des informations. Il est relâché, ce juge. Il est exfiltré au Vatican et il se suicide. La femme de François Bayrou, c'était de notoriété publique hein, il y avait des accusations. La femme de François Bayrou est allée à l'enterrement de ce prêtre. C'est dans le premier papier qu'a sorti Mediapart. Intéressant. Donc voilà. À suivre donc sur cette. Mais bon, effectivement, on peut faire un parallèle avec cette manière de penser l'enfant et de se dire qu'après tout, l'intérêt de l'enfant, bon, Mm. il est tempéré par d'autres intérêts, dirons-nous poliment.